1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. On est parti pour un podcast un peu différent de d'habitude. On ne sera pas en mode radio libre. Là, on va partir à la rencontre d'une influenceuse, d'une meuf qui travaille dans une boutique, bref, une passionnée de cannabis. C'est sûr, tu la connais déjà, parce qu'avec son allure et son attitude, elle ne passe pas inaperçue. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Mes canailles, ça me tenait à cœur de vous rappeler que la Spanabis arrive à grands pas et que nous organisons plusieurs événements. Le vendredi, ça se passera au Alto Jardin. Le samedi matin, ce sera avec Canawid au Sensi Seed Bar où ce sera la vraie rencontre de la communauté grower parce qu'entre nous et Canawid, c'est le growing qui nous anime. Ainsi que le samedi soir où on ira à la Crème Gracia pour aller voir les nouvelles fresques de Moussi Giants et aller fumer aussi une petite mèche avec lui. Et pour finir, un dimanche chill à la crème. Allez, que le podcast commence. De la mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canaille. Bon mes canailles, aujourd'hui je suis hyper content, on va parler d'un sujet qui est toujours axé sur le cannabis, mais j'ai une invitée qui est très particulière parce que sûrement vous la connaissez sur les réseaux pour ses stories incroyables et ses petits coups de gueule qu'on aime entendre, c'est Miss CBD et avec elle, je l'ai invitée pourquoi ? Parce que je suis sûr qu'elle a énormément de choses à nous raconter. Derrière son profil, derrière son Instagram, je sens une personne qui a un vécu, qui a beaucoup de choses à nous raconter et à nous transmettre et qui en plus fait assez écho chez moi. Je pense qu'au fur et à mesure des discussions, on va avoir quelques points communs où on va se rejoindre. Et j'avais vraiment envie d'ouvrir une discussion ouverte autour du cannabis, des drogues, et parce qu'elle est passée de plein de types de substances différentes à du THC, et aujourd'hui, elle est vraiment spécialisée dans le CBD. Du coup, j'ai vraiment envie de comprendre son histoire et de la partager avec vous, mes canailles. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Miss CBD. Comment tu vas ? Eh bien, ça va très bien, je te remercie. Merci de m'inviter sur ton podcast, ça fait plaisir. Écoute, ça fait plaisir. Nous, on essaye toujours de mettre en avant les filles qui sont dans ce milieu-là, parce que vous êtes déjà, premièrement, vous n'êtes pas énormes, et quand vous êtes déjà que vous êtes pas énorme et on va dire que dans les filles il faut trier un peu parce que il y en a qui sont plus là pour mettre en avant des produits style plug et tout, et t'en as d'autres qui ont plein de savoir et nous c'est celle qu'on a envie d'avoir chez nous et c'est pour ça qu'on t'invite parce que je sens que tu vas avoir pas mal de choses à nous dire pendant cette heure. Je pense qu'il va y avoir pas mal de sujets à traiter, effectivement. Ok, génial. Du coup, est-ce que tu peux un peu te présenter ? Et comme on a vu à peu près en off tous les deux, j'aimerais d'abord, avant qu'on parle de qui est Miss CBD aujourd'hui, on a envie de comprendre qu'est-ce qui a fait Miss CBD. Donc, est-ce que tu peux te présenter et je t'écoute. Bien sûr. Je m'appelle Tiffany. J'ai bientôt 33 ans, là, dans un mois. Et on va dire que je suis un petit peu une écorchée vive. J'ai eu une enfance pas évidente avec des parents, avec des violences conjugales, des parents qui s'aimaient plus, mais qui sont restés ensemble. J'ai perdu mon petit frère aussi quand j'avais 15 ans. Qui fait que j'ai eu pas mal de traumas dès le début de mon adolescence. Et c'est ce qui m'a un petit peu amené vers la consommation de cannabis dans un premier temps. D'accord. Je pense que c'est ce qui m'a permis de m'évader émotionnellement et d'avoir mon petit monde à moi dans un premier temps. Et du coup, tu as commencé à peu près vers quel âge ? Les premiers joints, j'ai commencé, j'avais 13 ans.
les tout premiers, mais on va dire que les consommations régulières ont commencé vers 14-15 ans. Ok. Ouais, donc fin collège, début lycée. Exactement, c'est ça. Et en fait, ça a commencé en fait tout bêtement. Je sortais avec un mec qui brassait. Du coup, je n'achetais pas mon cannabis au début, ce qui fait que j'ai commencé à fumer, on va dire un petit peu beaucoup, puisque je n'avais pas besoin de l'acheter. Le cercle un petit peu vicieux, quoi. Le privilège féminin. Exactement, mais des fois qui peut s'inverser, attention. Ça c'est sûr. Non, qui s'inverse très facilement même. Hein. Voilà. C'est ça. Enfin, bref. Du coup, t'es à cette époque-là, on va dire assez. C'est des années difficiles où on est dans des recherches, on est dans des bases. Moi aussi, hein, c'était vraiment. Alors, j'ai pas vécu une enfance comme toi, mais moi j'ai commencé. Pendant l'été de la 6e où je suis allé chez mon cousin, cet enfoiré de Loulou Farm, qui me fait fumer mon premier joint et parti dedans, on est foutu quoi. Mais c'est vrai que nous on est une génération, moi comme je dis souvent, on est une génération crash test parce que tu vois aujourd'hui, moi quand je vois les enfants qui sortent du collège, je me dis putain mais c'est inconcevable que je le vois lui rouler un joint quoi. Alors que nous, on était en train de fumer quoi. Mais avec le recul, même moi je trouve ça what the fuck en fait. Carrément. C'est ça qui est dingue. On n'en avait pas du tout conscience et après on est né dans une époque où il n'y avait pas encore les réseaux, les machins et peut-être aussi qu'on infantilise davantage les jeunes de maintenant. Peut-être. Possible. Mais bon, quand même, quand je les vois sortir avec leur cartable et que je me dis, putain, à cet âge-là, je roulais déjà des ouinches et je buvais de la bière, je comprends pourquoi à 33 ans, maintenant, je suis foutu, quoi. Tu vois, dès que je me lève le matin, j'ai de l'arthrose dans tous les sens, quoi. J'ai 4 hernies discales. Tu vois, faut que j'arrête de me poser des questions d'où ça vient, tu vois. Ouais, c'est vrai que des fois, on se dit, punaise, mais je comprends pas. J'ai à peine 30 ans et je suis déjà ruiné. Mais en fait, mes mecs, mais rappelle-toi. C'est ça. C'est ça. Du coup, on revient un peu à ton histoire. Du coup, toi, t'es à cette époque-là, c'est ta rencontre avec le cannabis. On va dire, je pense, que tu dois rencontrer le hashish dans un premier temps. Tu dois fumer des gros. Même pas. Même pas. Ton mec vendait de la beuh. Ça a commencé avec la beuh. Ah ouais, direct des trous dans le cerveau, quoi. Putain. Direct. Figure-toi que j'ai jamais eu ce côté. J'ai jamais vraiment kiffé le hash. Ok. Je trouvais ça trop fort, en fait. Et en termes de goût, j'ai jamais vraiment... ça a jamais trop matché. En fait, le peu de fois où je fumais du hash, quand il y avait plus de fleurs, ça me mettait pas bien. Ok. Incroyable. Donc, du coup, j'ai vraiment été dans la salade, quoi. Direct. Ouais, l'effet est trop introvertif, trop sur le corps, que peut-être l'effet de la plante a un côté plus cérébral, où ça vient te toucher à d'autres endroits. C'est ça, en fait, je trouvais que le hash, il m'était pas bien. En fait, il révélait les traumas que je voulais enfouir en moi. Et en fait, avec la beuh, j'avais pas cet effet-là. Ça me mettait chill, mais j'étais dans mon petit monde, mais cool, bien. Ok, cool. Ouais, tu vois, moi, pendant des années, j'ai pas eu du tout ce rapport-là. J'étais vraiment, on va dire, dans le rôle du gourmand. Donc, shit, beuh, aucun problème. Mais j'ai eu un moment où j'ai vraiment arrêté le tabac. Donc, je crois qu'il y a un peu plus il y a 14 ans maintenant, impossible de fumer du hash. Impossible. Et là, il y a que maintenant, avec les résines exceptionnelles que l'on peut daber et tout ça et tout, que je reviens vraiment sur du hash, et que je suis même en train d'abandonner les fleurs, parce que... Incroyable. Ouais, ça me choque, là, ça fait 4-5 mois que je fume quasiment pas de joint. Bon, après, je coule des grammes de rosine dans des rigs hors de prix, mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, quoi, comme quoi les choses évoluent, et je pense qu'aussi, toi, et c'est ça qu'on a envie de savoir, quelle a été, du coup, ton évolution un peu à partir de ce moment-là? On va dire que le cannabis, ça a été la première drogue, entre guillemets, puisqu'à l'époque, je voyais plus ça comme de l'interdit, du transgressif. Ça a été la première drogue que j'ai
que j'ai consommé. Ouais. Et très vite, j'ai été dans le délire un peu underground, tough, rave party. Oh, ça se Et voit très pas. vite, j'ai commencé, sans déconner, les Ça cheveux se bleus, voit. les tatouages. Vraiment, je suis surpris. Franchement, je m'y attendais pas. Hein. Et c'est vrai que je me suis vite retrouvée à l'aise dans ce milieu-là, Mhm. puisque j'avais l'impression qu'on était à peu près tous dans la même vibe, où on avait envie de se déconnecter, on avait Mhm. tous l'impression... Enfin, moi, je le voyais comme ça à l'époque, où je me disais, c'est un rassemblement de gens alternatifs qui sont marginalisés pour la plupart. Ouais. Je me sentais mieux là-bas qu'en discothèque. Et pourtant, j'ai travaillé en discothèque. Ok. Donc, Ah oui, mais ouais, après, très vite, j'ai voulu... la discothèque et la rave party sont deux lieux totalement différents. La discothèque, c'est vraiment mainstream. Tu t'as Complet. vraiment monsieur tout le monde et tout ça. Tandis que là, la rave, déjà en plus, je pense qu'à l'époque où tu y étais, donc ça, je pense que ça devait être 2000, 2010, où t'avais les... Eh ben, j'avais 16 ans la première, donc il y avait quasi pas de femmes en teuf à l'époque. 2010, 92. Ouais, c'est ça, c'est donc 2005. C'était à l'époque des radiolines où tout le monde se suivait en voiture, puis t'arrivais dans un champ au bout de 2 heures de route et la soirée commençait. Donc, c'est sûr que c'est pas du tout le même public, mais il y a des avantages et des inconvénients dans chaque secteur, quoi. Mais ouais. C'est ça. Mais le pire, c'est que dis-toi, j'ai fait quelques temps en teuf, j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler en discothèque pour payer mon permis, et en fait, c'est vraiment en discothèque que j'ai commencé à prendre de l'AMD et des extasies, par exemple. Ok. Et c'est pas en après, teuf, non, en teuf, bon allez, on m'avait fait goûter un demi-carton, tu vois, de LSD, mais c'est tout. Et après, j'ai arrêté les teufs parce que je pense que c'était trop violent pour moi, trop jeune. Ouais. J'ai travaillé en discothèque et après les discothèques, je suis repartie en teuf et j'étais plus mature et plus apte à comprendre le mouvement et je me sentais plus à l'aise. Ok, prête à aller taper du pied à 18 ans. Hey, exactement. Ok, C'est ça. ok, génial. Bah après, c'est vrai que le monde des boîtes de nuit, le monde de la fête, même légal, on va dire, même si vous allez dans une boîte de nuit à Paris ou que sais-je, vous êtes sûr que dans les chiottes, vous allez avoir un mec qui vous vend des tasses, qui vous vend des trucs. Donc c'est vrai que le monde de la nuit amène toujours à cette on va dire perversité, et en plus vraiment Exactement. c'est vraiment des drogues dures qu'on retrouve dedans, pas du tout de weed, parce que non. tu peux mais pas, là où je suis à peu près comme toi, tu vois, c'est que tu parlais d'être gourmand et de vouloir tester plein de trucs, et j'étais un petit peu dans cette phase-là. J'avais envie de ressentir plein de choses, j'avais envie de pas mourir conne, alors que c'est débile, hein, pour pas mourir conne, tu peux aller faire du saut en parachute. Oui, c'est sûr. Que j'ai fait du coup aussi. Mais du coup, c'est vrai que j'avais envie de tester plein de choses. Et plus les gens disaient que c'était dangereux, que ça rendait accro, et plus j'avais envie de tester. Comme si je voulais repousser mes limites, en fait. Yeah, non, mais je comprends. Je comprends. Même se brûler les ailes et tout ça, moi, c'est quelque chose aussi que je suis allé beaucoup chercher, et que même si je suis encore totalement honnête, je vais totalement chercher encore à l'heure d'aujourd'hui, hein. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très borderline, tu vois, et que je m'écarte de plus en plus de la ligne rouge, mais je la vois toujours du coin de l'œil, quoi, tu vois. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, et je pense que il y a des personnes qui ont des tendances addictives plus importantes que d'autres. et moi, j'en fais partie, même si je me suis beaucoup calmée. Les drogues dures, j'en prends quasi plus. Les seuls trucs que je prends, à la limite, c'est un peu, tu sais, tous les 36 du mois, et encore, ça reste du récréatif. Mais je pense que j'ai vraiment mis de côté toute addiction. Ouais. Mais il y a, comme tu dis, je vois toujours cette ligne rouge au fond où j'ai envie, des fois, de me déglinguer la tête, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Alors que j'essaye de prôner, tu vois, pour ma santé, pour ma santé mentale, ma santé physique. Je me dis que c'est bon, je crois, j'ai assez vécu, j'ai assez testé de choses. Mais au loin, il y a toujours la ligne rouge, tu vois. Ah ouais, non, carrément. Moi,
Moi, je suis très psychédélique. J'aime beaucoup tout ce qui est hallucination et tout. Et c'est vrai que pendant des moments, je me disais, mais je comprends pas pourquoi du lundi au vendredi, j'essaye de bien manger, je fais du sport, je fais tout ça et tout. Et le samedi, il arrive, ça part en McDo, champignons, DMT, tout ce que tu veux. Et voilà quoi. Et c'est ce côté borderline que je trouve que l'on a beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais en parler dans Canaille qui quitte, parce que je trouve que dans le monde du chanvre, et pas que dans le monde du cannabis, avec THC, il y en a beaucoup dans le CBD qui sont des anciens soldats, que c'est des anciens Ryan, quoi, qu'on est allé sauver, parce que vraiment, on sent qu'il y a cette sensibilité avec cette plante, que ceux qui ont on va dire le cœur un peu brisé, les ailes un peu brûlées, se reconnectent très vite avec cette plante. Il y a une compréhension qui se passe. Enfin, et c'est ça que j'ai vraiment envie de discuter avec toi. Et après aussi, on va discuter de ton parcours et de tout le travail formidable que tu fais autour de cette plante en France pour la dédiaboliser. Mais avant tout ça, je voulais qu'on ait un peu cette sensibilité de se dire, en fait, les gars, on est un peu tous pareils. Alors, bien sûr, tous plus à ou des moins degrés différents, mais Exactement. on a tous nos parts d'ombre. Exactement. Et il faut pas les refouler. Ah oui, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. Il faut pas les refouler, même les accepter. Moi, je le vois et là, pendant que c'est le moment YouTube gratuit, j'en profite, de cet échange avec Miss CBD pour dire vraiment, les gars, n'ayez pas de jugement, ne vous cachez pas derrière des consommations en disant non, mais moi, ça va et tout. Soyez honnête avec vous-même et il y a que comme ça qu'on peut avancer et vraiment discuter. Commencez pas à dire ouais, lui c'est un drogué parce qu'il prend ça, lui parce qu'il prend ça. On est tous addicts à quelque chose et le but c'est pas de se juger, c'est plus d'avancer et d'essayer de régler nos failles, quoi. C'est ça, parce que si on est trop dans le jugement envers les autres, qu'on est dans le déni envers nous-mêmes, comment on peut avancer et se soigner? Parce que moi, je parle beaucoup sur les réseaux de mon passé d'ancienne polytoxicomane, parce que j'ai eu j'ai pris beaucoup de drogue, j'ai été addict à l'héroïne pendant 2 ans. J'expliquerai tout à l'heure un petit peu comment je suis venue là-dedans. Et ça fait 8 ans et demi à l'heure d'aujourd'hui que je suis sous traitement méthadone et que je suis sevrée de l'héroïne. Bon, après, je suis pas encore sevrée de la méthadone, mais chaque chose en son temps. Et en fait, si on n'accepte pas toutes les parts de nous-mêmes, comment on veut être honnête envers nous-mêmes à 100% et du coup être honnête envers les autres? Notre parcours, c'est ce qui fait notre personnalité et notre personne. Et en fait, si on n'est pas fier de tout ce qu'on a fait et qu'on n'est pas OK avec ces parties-là, comment on peut avancer correctement? C'est pas possible. C'est ça. Alors, on dit pas qu'on est fier de prendre de la drogue, les gars. On dit juste que... mais fier de s'en être sorti. Ouais, de s'en être sorti, et puis même d'être passé par là. Parce que moi, franchement, je vais pas te mentir, moi, aujourd'hui, je suis toujours un consommateur. C'est-à-dire que, moi, dans ma consommation, tu vois, quand je sors faire la fête, c'est vrai que si tu me dis qu'il y a que de l'alcool et du bédo, je vais être là, bon, on va faire la fête, c'est cool. Mais, tu vois, si tu me dis qu'il y a un petit peu de champi, un petit peu de LSD, un peu de coke, franchement, je vais te dire, waouh, on va passer un très bon week-end. Voilà, ça va même dépasser la soirée. On va faire ça sur 2-3 jours. Mais, c'est pas une fierté, c'est juste qu'en fait on assume ce côté, comme tu disais, cette part d'ombre. Borderline. Mais, voilà, moi j'ai du mal à dire que c'est une part d'ombre parce que j'aime pas associer ça à de l'obscurité, parce que chez moi ça a pas été que de l'obscurité, ça a été aussi des grandes trouvailles, des grands dépassements de soi, parce que je trouve que la drogue ça amène, tu vois, à nous qui ont un tempérament très addictif, il y a des moments où on doit dire stop. Il y a des moments où on doit dire on arrête, et c'est ces moments-là où notre corps, tout notre atome nous crie en disant non, continue, mais notre cerveau nous dit non, là c'est stop. Et là on a un vrai bras de fer à faire avec nous-mêmes, et je trouve que là il faut une vraie force et un dépassement de soi pour se dire voilà, là on va y arriver, on va revenir
tranquille et tout va bien se passer. Lundi, je suis au travail, je suis une personne comme tout le monde et j'assume. C'est ça. Et c'est très important. Oui. C'est très important d'assumer. C'est important de le dire. Oui. Exactement. Et puis même pour ceux qui ont du mal à faire ce bras de fer et qui sont encore dans les addictions, quand je disais qu'il faut être fier, c'est fier d'avoir fait ce qu'on a pu au moment où on n'avait que ces cartes-là en main. Bien sûr. Parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui m'ont souvent dit, mais l'héroïne, t'aurais très bien pu t'en passer. Si à ce moment-là, j'en ai pris et que j'ai continué, c'est qu'à ce moment-là, en fait, ça m'apportait quelque chose. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis fière d'être sortie de là. Mais je me dis que j'avais que ces cartes-là en main à ce moment-là, et peut-être que quelqu'un n'aurait pas fait la même chose, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, mais ça, c'est très humain de juger le momentum, mais le truc, c'est qu'on oublie toujours qu'est-ce que c'est que l'instant présent. L'instant présent, c'est jamais... On prend rarement la bonne décision sur l'instant présent, même quand on y réfléchit, des fois, moi je me vois au-delà de substances et tout ça, combien de fois, même quand j'achète un truc tout con, je vais dans un magasin, j'ai le choix entre deux trucs, souvent je ressors de là, je me dis putain j'ai acheté le mauvais truc, parce que l'instant présent des fois nous fait pas forcément aller dans la bonne direction, on n'est pas forcément bien éclairé, on n'a pas forcément le bon axe au bon moment, ce qui nous fait faire exactement, ça dépend de nos émotions, des personnes qu'on fréquente, de ce qu'on a vécu juste avant le moment présent. Enfin, il y a plein de choses qui... Pour en revenir à mes consommations d'héroïne, par exemple, tu vois, moi j'ai plusieurs maladies. J'ai un dérivé de la maladie de Crohn, donc c'est une rectocolite hémorragique ulcéreuse. Avant de consommer de l'héroïne, j'étais pharmacodépendante, c'est-à-dire que les médecins m'ont donné avec abus beaucoup de médicaments à base d'opioïdes, donc tramadol, lamaline, Isalgi et compagnie, ce qui fait que au bout d'un moment, en fait, ils se sont dit que c'était peut-être pas normal que je prenne autant de médocs. Et quand ils ont arrêté de me donner ça, fait exprès, je sortais avec un mec qui brassait tout un tas de choses et qui prenait de l'héroïne. Et en fait, il faut savoir qu'avec la rectocolite hémorragique ou Crohn, on a énormément de vomissements, énormément de diarrhée et très peu d'appétit. Et en fait, l'opium qu'il y a dans l'héroïne, ça me constipait, donc ça m'évitait d'avoir des diarrhées, ça enlevait les vomissements, ça m'enlevait mes douleurs et ça me redonnait de l'appétit. Donc en fait, ça m'a apporté à ce moment-là. Même si je me suis très vite retrouvée dans une situation compliquée et que j'ai dû aller me faire soigner parce qu'il était hors de question que financièrement je me mette les deux pieds dedans, tu vois ce que je veux dire. Mais à ce moment-là, ça m'a apporté quelque chose. Et c'est ça que les gens, des fois, ils ont du mal à comprendre. Ah moi je te comprends tout à fait. J'ai eu... il y a 2 ans, j'ai eu double hernie discale et j'arrivais plus à marcher, j'ai quasiment perdu la moitié de mon corps et tout ça. J'étais sous oxycodone, donc un opioïde assez costaud. Puissant. Voilà. Putain, j'ai eu 2 mois et demi d'arrêt qui ont été très compliqués, quoi. Vraiment très 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 compliqués. Donc c'est sûr que quand t'es dans cette étape-là et que tu dois lutter contre un médicament, moi je sais qu'à ce moment-là, par exemple, le CBD et notamment le H-rosine de CBD m'a sauvé la vie. Parce qu'en fait, quand j'avais mal au dos et que je prenais les médicaments sous opioïdes, le THC faisait des interférences dans ma tête. C'est-à-dire que j'avais vraiment du mal à allier les deux et j'avais comme tu sais, quand je tournais la tête, j'avais l'impression que, tu sais, je marchais en fax, tu vois. Genre, je marchais. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai arrêté le cannabis, enfin, le THC, d'ailleurs. Ok, tu vas me dire si c'est à peu près ça que ça te faisait. J'avais vraiment t'as l'impression d'être tout le temps bourré, tu sais, d'être sur l'eau. Il y avait rien qui était stable, perte vraiment d'énergie, enfin, beaucoup de problèmes. Et quand j'avais ces médicaments-là, par contre, le CBD me détendait le corps, mais d'une façon mais incroyable. J'avais des médicaments qui étaient faits pour me décontracter les muscles et tout ça, parce que fallait pas que je me tende après l'opération de hernie discale. Voilà. Le CBD, surtout les H-rosines, parce que je les dabais, marchaient vraiment mieux que les Luminex et toutes ces conneries-là, qui étaient là pour me détendre les nerfs et me détendre le corps, quoi.
Ah, mais ça m'étonne pas. Moi, je peux te le confirmer. Alors, à l'époque, moi, malheureusement, j'avais pas le CBD. Ouais. À l'époque des médicaments et de mes consommations d'héroïne. Mais par contre, je le vois. Donc, ça fait 5 ans et demi que je fume plus de THC, du moins de THC normal, fort, parce que j'arrive à consommer du CBD avec 1, 2, 3, 4% grand max quand je suis vraiment en crise et Je vais quand t'expliquer j'ai pourquoi besoin après. d'avoir plus. Ouais, par rapport au ratio. Même par rapport à Même pas. par rapport à ton système endocannabinoïde que t'as dû saturer et que en Complet. fait il faut juste que tu remettes en axe. Mais je te laisse terminer parce que ça avait l'air d'être très intéressant et je viendrai rajouter. T'inquiète pas, je viendrai rajouter ma sauce. T'inquiète. Mais c'est vrai que justement, là, quand je me suis fait opérer, là, il y a 1 mois, on m'a envoyé plusieurs rosines très concentrées et en vaporisation. J'avais vraiment un effet très apaisant parce qu'il faut savoir que le seul médicament que j'ai le droit de prendre avec la méthadone, c'est l'Acupan. Et l'Acupan, j'en ai tellement bouffé depuis 10 piges que ça ne me fait plus rien, même en intraveineuse. Et du coup, j'étais complètement démunie. Et en fait, en essayant, quand on m'a conseillé et envoyé du rosine, pour certains un peu plus concentré que le légal, mais c'était incroyable parce que j'avais vraiment le côté antalgique sans avoir le côté psychotrope. Ouais. Et c'était hyper agréable. Parce que justement, moi, le THC, quand je l'ai arrêté, j'avais un truc bizarre dans mon corps qui faisait que plus j'avais mal, plus je consommais. Et en fait, plus je consommais, dès que les effets du THC se dissipaient, les douleurs, il y avait un effet rebond. En fait, les douleurs revenaient, mais en 1000. Et plus je consommais, plus ça me révélait de l'anxiété et plus je me renfermais sur moi et plus j'étais mal. Et puis tu te Voilà recrispais, comment j'ai puis tu commencé. Ouais, c'était Exactement. un cercle vicieux au bout d'un moment. Exactement. Plus l'histoire du permis, et ben j'ai dit là c'est bon, il faut arrêter. Et c'est au pile poil au moment où le CBD est arrivé en France. Ok. Voilà. Et du coup, En gros, c'est là où tu c'est à ce commences moment-là. à comprendre que quand tu vois ça, tu le vois comme une opportunité. Tu te dis tiens, il y a quelque chose qui se passe de sympa. Mais grave. C'est une alternative à quelque chose d'illégal. Eh ben complètement, parce que moi je me suis dit bon, ok, je me voyais pas arrêter. Malgré tout ça, je me voyais pas arrêter le cannabis. Je Ouais. cultivais, je fumais ce que je cultivais depuis plusieurs années. Malgré que ça me rendait pas toujours bien, je me voyais pas arrêter la fume parce que j'adore le goût de la weed. J'adore la weed. Et les premiers CBD qui sont arrivés, franchement, c'était ignoble. Je me suis dit bon allez, je vais pas me, voilà, je suis allée chez le coiffeur une fois, il m'a loupé. Je suis allée chez le coiffeur une deuxième fois, c'est allé. Donc je vais réessayer. Et en fait, j'ai trouvé. Alors, ça a mis à peu près 3 mois post-sevrage à trouver le bon produit, ce qui me convenait et compagnie. Mais moi, ça a été révélateur chez moi parce que j'avais plus le côté psychotrope et défonce qui me mettait pas bien. Et à la fois, j'avais le côté apaisement sur mes douleurs, apaisement sur ma santé mentale. Et en fait, c'était vraiment le jackpot pour moi, l'arrivée du CBD. Ok, putain, génial. Gros jackpot. Et toi, direct, alors quand t'as fumé, tu t'es dit bon, le goût est dégueulasse et tout ça, mais on va dire tout de suite, t'as senti quand même un effet positif sur ton corps et ton esprit. Alors, il a fallu quand même 2-3 mois, hein, comme je t'ai dit, le temps que je fasse mon sevrage et que je trouve d'autres produits, parce que vraiment les premiers, comme le goût n'était pas bon, bah tu sais comment il est, le cerveau. Hein. Ouais. Dès que le goût il est pas bon, tu dis allez ce produit c'est de la merde, ça fait rien, et bah c'est exactement ce que ça a fait chez moi en fait. Et mais vraiment, moi le CBD ça a été salvateur, mais tu vois, quand j'en parle maintenant, les gens ils doivent se dire ouais, mais elle travaille dans une boutique de CBD, c'est pour ça qu'elle dit ça, mais pas du tout. Moi, vraiment, le CBD, il a changé ma life. Ok, c'est génial ça. Ouais, vraiment. On va te l'extraire et on va te le faire tourner en tour sur Insta. Moi, le CBD, ça a changé ma life. Non, parce que ça va devenir le même. C'est ça. Non, parce que sur beaucoup de personnes, et alors moi le CBD ça a pas changé ma vie, mais le cannabis a changé vraiment ma vie parce que moi je suis atteint de, tu vois, je suis dyslexique, TDAH, j'ai un cerveau qui marche de façon ouais, c'est une hystérésie, tu vois, genre c'est des vagues, tu vois, genre ça va de droite à gauche, de gauche à droite, et le chant c'est un don pour me recentrer. Et c'est pour ça que je vais te parler un peu là de tes capteurs. Toi, t'as fait entre guillemets une saturation. Enfin, c'est même pas entre guillemets. Est-ce que t'as fait une saturation? Ah mais j'ai
complètement fait saturer. Et ça, j'en avais pas conscience à l'époque. Ouais, et en fait, aujourd'hui, tu fais saturer ton système endocannabinoïde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la prohibition nous a amené à faire des plantes qui sont très fortes en THC et avec plus de cannabinoïdes, tu vois. Alors que, en fait, tu vois, une plante de cannabis, ça doit avoir énormément de cannabinoïdes avec une prédominance avec le THC, mais il ne doit pas avoir que du THC. Le THC doit juste être une prédominance pour certaines plantes. Et aujourd'hui, le breeding, la prohibition, le choix des gens qui veulent toujours des weeds de plus en plus fortes nous a amené un peu à une saturation qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui n'arrivent plus à fumer ces variétés-là parce que elles contiennent trop de THC. Parce qu'en fait, dans notre corps, on a deux récepteurs majeurs qui sont CB1 et CB2 ou CBA ou CBB, tu le vois comme tu veux. Et à CB1 et CB2, ouais. Ouais, il y en a un. Et en fait, dans ces deux grands capteurs, ils sont répartis en sous-classements encore dedans. Et dans ces sous-classements, t'en as 8 qui sont faits pour le CBD et 2 qui sont faits pour les THC. Donc du coup, on voit bien que la balance est totalement inversée. Et quand il y a plus de CBD, c'est pour ça que ça sature plus. Et voilà, et quand il y a plus de CBD, quand il y a plus de ça, il y a que du THC, et ben en fait, tes deux petits capteurs, en fait là, c'est comme si que t'arrivais à la préfecture française pour changer ta plaque d'immatriculation, t'en as pour 6 heures, tu vois. Et sauf que ton corps, lui, il accepte pas qu'il y ait une file d'attente. Du coup, en fait, il rebalance tout ça directement dans ton sang sans être filtré par le système endocannabinoïde. Et en fait... J'adore la métaphore. Et en fait, si c'est pas refiltré par ton système endocannabinoïde et que ça va directement dans ton sang, dans ton système, sans être filtré par notre filtre naturel, parce qu'il faut bien prendre conscience que le corps humain a un système endocannabinoïde qui fait partie des 3 plus grands systèmes du corps humain. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Et si ça filtre pas et que ça part directement dans notre système, et ben là, on est parti pour un bad trip, on est parti pour des gros problèmes. Les symptômes qui sont... Ouais, c'est ça. Et là, ça devient désagréable, même dangereux. Et il y a même des personnes qui finissent à l'hôpital. Donc, faut vraiment pas sous-estimer ça. Ouais, c'est pour ça que moi, par exemple, le dernier catalogue que j'ai fait de graines féminisées était vraiment un spectre très très large, très ouvert. Et toutes les personnes qui ont cultivé ça, tout le monde m'a dit, mais c'est impressionnant comment on est bioréceptif. C'est-à-dire que tu fumes ça, tu vis avec, tu le subis pas. T'es vraiment, ça t'accompagne dans ta journée, quoi. Et quelque chose. Mais c'est pour ça qu'il faut l'expliquer ça aux gens. Parce que les gens, en fait, ils pensent que le cannabis, il doit avoir un taux de THC qui pète les scores pour être bien, mais pas du tout. Ah non, mais le pire de ça, écoute bien, le pire, c'est que les gens sont persuadés que quand t'es mal... Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.